Le micro et prenez place. Mathieu, on va avec vous sur ce, allez, on va dire dernier quart d'heure à passer ensemble ici, parler ensemble déjà d'une notion que vous voulez nous présenter, qui est l'agro-œnologie. Qu'est-ce que alors, c'est pas une notion occitane, c'est une notion franco-française. C'est pour ça, et en langue doc. Alors, peut-être, juste avant, pour donner un tout petit éclairage à la question de Gérard sur au niveau mondial. Au niveau mondial, l'OIV est en train de travailler effectivement sur cette différenciation entre ingrédients et additifs. Et les experts du monde des délégations OIV ont beaucoup de mal, et ça prendra du temps. Mais il faut savoir qu'au-delà, il y a en fait un combat de titans qui se joue au niveau mondial entre le Codex Alimentarius qui régit l'agroalimentaire en général et l'OIV qui est spécifique au secteur du vin. Les États-Unis ne sont plus dans l'OIV depuis 20 ans, sont au Codex Alimentarius et voudraient phagocyter d'une certaine façon l'OIV et faire disparaître les spécificités qui sont celles du vin. C'est un combat qu'il faut suivre de près et ne pas à chaque occasion être là pour justement faire en sorte que la spécificité du vin soit défendue chez nous, dans notre région, dans notre pays, au niveau de l'Europe, mais aussi au niveau mondial. Ça, c'est dit. C'est dit. On va du sol au vent. Allez. Alors, je vais faire rapidement pour... Ah, il me manquait. C'est trop rapide. Voilà. On a vu, et Nicolas nous a montré tout à l'heure, les évolutions extrêmement rapides des degrés alcooliques, des acidités, des pH dans les vins, qui montrent vraiment que nous subissons, au-delà des évolutions de consommation, des évolutions très fortes des conditions environnementales. C'est un challenge que peu de générations probablement de vignerons ont connu dans le passé et auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, qui vient donc s'ajouter à tous les autres challenges d'économie et de marché. Il est évident que les simples réponses œnologiques d'un côté ou viticoles de l'autre ne suffisent pas et que nous devons réfléchir de façon globale effectivement en globalisant les problématiques qui sont devant nous. Je vais prendre deux exemples finalement assez rapides. Le premier, c'est la nutrition effectivement de la vigne. Ce n'est pas, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure, un petit levier, c'est un levier fondamental et vous allez voir à quel point. Je dirais très simplement, la nutrition de la vigne, c'est le premier des gestes œnologiques. Dire ça, c'est assez évident une fois qu'on l'a dit, mais ça ouvre effectivement la réflexion de façon assez fondamentale. Alors, on met en œuvre des outils, de l'année spéciolaire, on va suivre très précisément, étape par étape, par exemple ici les niveaux d'azote. Regardez notamment le premier point avec la flèche, c'est le niveau d'azote de ce début de printemps 2019. Je vous livre une information, il est très bas. La qualité de notre nutrition pour ce début de millésime 2019 est mauvaise, et c'est une première information sur notre millésime. On va aussi faire des mesures et des suivis sur les sarments pour voir où en sont les réserves. Et les réserves ne sont pas très bonnes et sont relativement faibles. Même si, au début de cette campagne, et c'est le point que nous avons à droite, en rouge bordeaux, c'est millésime 2018. Donc c'est l'hiver 2018-2019, donc c'est ce qui est juste derrière nous. Les qualités des réserves se sont un peu améliorées en raison de la qualité du millésime 2018 sur le plan physiologique et de ces plus de 1000 mm d'eau que nous avons reçus, mais c'est un cas finalement exceptionnel. Ça veut dire quoi, Mathieu, que la vigne souffre ou a souffert? Alors ça veut dire effectivement que la vigne souffre et que nous souffrons avec. Vous avez ici les évolutions sur la période récente des niveaux de potassium. Alors on a dit que le potassium était effectivement pas forcément l'ami de l'œnologue, puisque ça apportait des pH de plus en plus hauts, mais on retrouve sur le potassium, et on va retrouver ça aussi sur le calcium, des niveaux moyens de plus en plus bas dans le vignoble et d'une façon générale. Chaque point ici, chaque valeur constitue la moyenne de centaines et de centaines de relevés faits sur le vignoble. Ce sont donc des tendances extrêmement fortes et il faut s'inquiéter
beaucoup sur le fait que nous ayons, par exemple, moins d'un tiers, moins d'un quart des teneurs que nous connaissions à une époque. Notre vignoble est en train de s'affamer et ceci a des conséquences importantes. Nous ne pourrons pas obtenir de montée en gamme facilement si nous ne faisons pas beaucoup plus attention à cet aspect. Ça veut dire, Mathieu, quelle réponse il y a apporté aujourd'hui pour repositiver tout ça? C'est négatif là pour l'instant. Oui, c'est un constat, mais déjà ouvrons les yeux sur ce constat qui nous est apporté par de nouvelles méthodes d'analyse aussi. C'était des données dont nous ne disposions pas il y a 10 ans. Mais prenons par exemple un cas très typique, le fer. Le fer a connu une descente aux enfers ces dernières années. Et on s'est trop souvent satisfait de vignes comme ça, un peu jaunasses, au printemps, en disant « mais c'est pas grave, au mois de juillet, elles seront vertes à nouveau ». Les grands millésimes se font au printemps, les premiums se font au printemps. Et donc, si vous agissez, vous obtenez effectivement, ici, par exemple sur un merlot dans le Biterrois, avec des traitements foliaires réalisés sur la période boutons floraux séparés, floraison, sur le même vignoble, donc avec un témoin, sans traitement et avec traitement, vous augmentez de 26% la production. Ceci l'année même du traitement. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'autres traitements qui peuvent avoir cet effet, mais notre vignoble languedocien est en train effectivement de tirer la langue, notamment sur le fer. Il y a un vrai plan Marshall du fer, et en plus qui est très facile. Il est très facile d'y répondre, y compris en bio. Les mêmes effets, les essais ont été réalisés avec du bio, ou sur une Syrah dans les Corbières, nous améliorons de 16%. Ce qui est important de signaler, c'est que ces améliorations quantitatives ne sont pas liées, ne se font pas au détriment de la qualité. Pendant longtemps, on a œuvré dans le sens d'une amélioration qualitative par une baisse de rendement. Et c'était sans doute, par rapport au vignoble de vin de table, une mutation nécessaire. Aujourd'hui, la premiumisation ne passe pas forcément toujours par des 20 ou 25 hecto-hectares sur tous les secteurs. 20-25 hecto-hectares d'une vigne qui n'est pas en bonne santé ne donnera jamais de bon vin. Il est important d'avoir des vignes en bonne santé, avec des rendements certes maîtrisés qui correspondent au niveau de production, mais les grands vins se font avec des vignes qui sont en bonne santé. Pourquoi cette descente aux enfers et cette dégradation de la qualité nutritionnelle de notre vignoble? Il faut aller chercher évidemment dans le sol et se rappeler effectivement que la vie du sol est probablement la première des biodiversités que nous avons à notre disposition. La biologie, la biomasse d'une parcelle de vigne, elle n'est pas dans les pieds de vigne, elle est dans le sol. Or, j'ai récupéré auprès d'une source, d'un agronome, des chiffres peut-être un peu caricaturaux, mais qui nous rappellent à quel point il y a une richesse biologique dans les sols et qui dépasse évidemment très largement tout ce que nous pouvons voir à l'extérieur. C'est ça notre capital biologique, technique, économique pour notre avenir. Et c'est ce capital que nous devons développer et qui doit être protégé pour les montées en gamme également. Mathieu, ces analyses viennent de quelle parcelle, sur quel secteur? Alors ça, ce sont des chiffres assez génériques qui sont donnés par un agronome, mais qui donnent des ordres de grandeur. Il n'y a pas de lieu particulier sur le Biterrois, sur le Lardonnais ou ailleurs? Non. Mais vous aurez effectivement des disparités. C'est pour rappeler à quel point le vivant est dans le sol, et en particulier dans ses 40 premiers centimètres. Qui dit vivant, dit besoin en eau. Et il y a là aussi un paradoxe que j'ai déjà souligné et que je voudrais rappeler, c'est que nous sommes tous convaincus que l'irrigation constitue un des piliers nécessaires à notre vignoble dans le contexte d'évolution climatique. Mais il ne faut pas se tromper non plus de modalité d'irrigation. Jusqu'à présent, on réfléchit trop à l'irrigation en termes de physiologie de la vigne. C'est-à-dire qu'il s'agit de décréter les niveaux de stress hydrique de la vigne, et pour cela, le goutte à goutte peut tout à fait suffire. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui,
c'est de faire vivre nos sols et de faire vivre cette biodiversité, de faire vivre cette biologie. Un vignoble biologique, c'est avant tout ce qui se passe dans les sols. Et pour cela, il faut de l'eau. Et il ne faut pas se départir complètement et définitivement de l'idée de l'aspersion totale des sols pour l'irrigation. C'est aujourd'hui probablement une des raisons pour lesquelles nous voyons défaillir de nombreux paramètres nutritionnels dans la vigne. Et arroser, c'est aussi arroser la vie du sol qui donnera la nutrition à la vigne et qui permettra le développement et l'équilibre du vignoble. C'est le premier point que je voulais aborder en termes d'agronologie. Un second qui est évidemment tout à fait différent mais très actuel, c'est celui des produits phytosanitaires et des résidus que l'on pourra retrouver dans les vins. D'ailleurs, c'est intéressant, produits phytosanitaires, idée très positive, utilisés au vignoble, résidus de pesticides utilisés par le consommateur, acception très négative. Il y a là aujourd'hui deux vérités qui s'affrontent. La première, c'est celle du consommateur, celle du marché, où effectivement la question de pureté du vin est mise en avant et où le fait même qu'il y ait une trace de pesticide, quelle que soit sa concentration, constitue un péché mortel pour l'accès à certains marchés, et ceci sera de plus en plus vrai, hélas. Mais même si c'est excessif, même si ça nous paraît irrationnel, c'est un fait et c'est une vérité. Il faut la prendre en tant que telle. En face et en miroir, il y a l'autre vérité qui est celle du producteur, du viticulteur qui se doit se défendre du mildiou. Et 2018 nous a rappelé à quel point ça pouvait parfois poser des problèmes, de l'oïdium ou d'un certain nombre de choses. Et lui doit effectivement utiliser des produits phytopharmaceutiques qui passeront peu ou prou dans les vins. C'est une autre vérité. Entre ces deux vérités, très difficile de trouver une synthèse, surtout si on ne met pas en place une vision globale que l'agroœnologie, justement, essaie un petit peu de positionner. Alors, cette vision globale, d'abord, passe par de l'étude de données. Et on a aujourd'hui beaucoup de données, et de plus en plus, qui vont bien au-delà des quelques données qui ont été publiées par des journaux ci et là, qui s'appuient sur une vingtaine, une trentaine de résultats, essentiellement pour faire parfois de la polémique. Nous disposons aujourd'hui de centaines et de milliers de données spécifiques au monde du vin, et on essaie de les comprendre et on essaie de trouver des voies d'amélioration. Sont celles, juste une précision, oui, de votre laboratoire, alors, ici, et des données que vous compilez depuis de très longues années? Alors ici, il y a celles du laboratoire ainsi que celles issues de l'IFEV, et c'est des données effectivement que l'on compile depuis une vingtaine d'années maintenant. La première information, et c'est une bonne nouvelle, c'est que les teneurs moyennes des principaux molécules traçantes, celles que l'on va retrouver dans le vin, sont en diminution drastique en moyenne. Et ça, c'est un point important, il faut le rappeler. Le second, c'est qu'il y a finalement déjà plus de 30% de vins qui ne sont pas que des vins bio, qui n'ont pas de résidus naturellement décelables à l'analyse, et que lorsqu'on retrouve des résidus, c'est généralement un nombre de molécules très limité. Ensuite, tout petit. Oui, mais c'est l'important, c'est le message. Je ne demande pas d'étudier de près cela, mais l'autre point, c'est aussi de voir que parmi ces molécules, il y en a effectivement qui doivent être aussi débattues. La première molécule que nous retrouvons, c'est le phtalimide. Le phtalimide n'est même pas une molécule phytosanitaire, puisqu'elle n'est pas pulvérisée sur la vigne, mais elle constitue un métabolite issu du folpel. Enfin, c'est ce que dit la réglementation, et la réglementation nous considère que toute présence de phtalimide dans le vin est forcément liée au folpel, ce qui est faux. Or, il s'avère qu'il y a un certain nombre de vins non traités au folpel, et notamment des vins issus des vins biologiques, qui contiennent des phtalimides, et il faut savoir et rappeler et dénoncer et faire évoluer cette situation, et on y travaille, que de nombreux lots de vins bio sont aujourd'hui bloqués
pendant un certain temps pour des raisons de phtalimide décelées, alors que ces teneurs sont très faibles. Elles ne sont pas liées au folpel. Et je rappelle aussi une chose évidente, c'est que le phtalimide n'a aucune, mais absolument aucune toxicité dans l'alimentation humaine. Donc il faut également mettre en perspective un certain nombre de ces points et rappeler aussi que l'étude et l'analyse et un résultat phytosanitaire relève aussi d'une lecture qui doit se faire par un œil expert au risque de voir des interprétations souvent un peu erronées. La dernière information qui sort de cela, c'est que les teneurs que nous relevons sont des teneurs extrêmement faibles et de plus en plus faibles. Vous avez vu qu'on les a largement divisées entre 2000 et 2018, et cela continuera. Et vous vous rappelez une chose, c'est qu'entre les années 70 et aujourd'hui, les performances analytiques ont fait un bond d'un facteur au moins de 10 000. C'est-à-dire que ce que nous analysons aujourd'hui, nous ne savions pas l'analyser il y a même 20 ans, et je ne vous parle pas dans 10 ans, ce que nous pourrons analyser. La question aujourd'hui se pose, jusqu'où, sachant que nous n'arrêterons pas le progrès, mais jusqu'où une teneur d'un résidu sera-t-il significatif? Et il est temps de largement poser cette question, et parce qu'effectivement, on voit bien que la notion de résidu non décelé peut être tout à fait relative. Si je travaille avec du matériel d'il y a 30 ans, je ne vais rien déceler dans les vins d'aujourd'hui pour 80% d'entre eux facilement. Et cette notion va évoluer. Or, nous avons besoin aujourd'hui de donner une réponse au consommateur. Le consommateur cherche du zéro résidu. Or, le zéro n'existe pas en analyse. D'où la nécessité aujourd'hui de poser une réflexion très forte sur une notion qui n'est pas très connue, mais pourtant qui est finalement assez simple et sur laquelle on souhaite travailler maintenant très très vite. Cette notion s'appelle la notion de minimis. La minimis est une valeur sous laquelle une substance est considérée à tout point de vue comme absente de l'échantillon. Puisque l'analyse ne pourra pas apporter en elle-même cette valeur, il faut bien, à un moment donné, que nous établissions de façon consensuelle, de façon précise, de façon éclairée par des données, par de l'expertise, ces types d'informations. Et c'est là où, effectivement, cette notion toute nouvelle, qui est une notion d'analyste, doit être maintenant utilisable en œnologie. Nous souhaitons, je participe aujourd'hui à un groupe de travail, mettre en place un premier volet de minimis qui soit applicable pour les vendanges 2019. C'est un challenge relativement ambitieux et j'espère que nous arriverons à fédérer suffisamment autour de cette notion. Pour conclure et terminer, et faire un peu écho en miroir à la pyramide que Gérard nous montrait tout à l'heure, montrer aussi qu'il y a une pyramide finalement qui correspondrait à celle de l'œnologie. La base, ça serait l'œnologie, technologie des process. Nous appliquons des procédures, des process. C'est une œnologie un peu agroalimentaire, bien entendu. Le second niveau est une œnologie cliente de la viticulture. L'œnologue a fait un grand progrès. Il a compris que la matière première avait un impact. Alors ça remonte aux années 60, voire 50, Émile Pénaud. Donnez-moi de beaux raisins, je vous ferai de grands vins. Alors c'est magnifique. Quand le vin est réussi, c'est grâce à l'œnologue. Et quand le vin est raté, c'est grâce au viticulteur qui n'a pas fait son travail, ce gros feignant. Mais effectivement, ça a ouvert quand même les portes aux voies de la sélection parcellaire, etc. Le niveau suivant, et celui que nous essayons d'appliquer depuis déjà de nombreuses années, c'est l'œnologie d'accompagnement. Le grand vin, c'est celui où il y a une grande rencontre entre un homme inspiré et la nature. Et l'homme sera inspiré s'il écoute, s'il observe, s'il est attentif à la nature, s'il peut mesurer. Donc c'est là où l'analyse œnologique, les laboratoires ont du sens pour aller assez loin. Et enfin, l'agronologie essaie de créer une synthèse un petit peu autour de ça,
où on essaie de fusionner les problématiques viticoles et œnologiques pour répondre aux grands enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui. Je vous remercie. Mathieu Dubernet, merci à vous pour ces deux choses. Vous avez une façon de penser l'avenir de l'œnologie passera certainement par là. Merci à vous. Ce rendez-vous tire à sa fin. Le mot quand même à la présidente qui va nous retrouver sur scène. Myrène, venez avec nous. Bienvenue